N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Toujours chaleur au cœur d'être connecté avec vous, surtout un lundi au sorties du week-end. Lundi donc 22 octobre 2018, 11h passé légèrement de quelques instants à Canal FM, également dans les studios des médias partenaires. Eh bien, le tout premier numéro du Club de la Presse démarre ainsi, pendant que nous sommes accompagnés à la technique par Kokou Michel Vitogbe Tomenga à la console, pendant que Géraud Dakucha met l'émission directement en ligne. Nos invités confrères de ce jour, ils sont au nombre de 3, un invité de la société civile et 2 confrères. Nous attendons un 3e confrère, mais commençons par l'invité qui est d'ailleurs le tout premier arrivé, Pasteur Edo Komi. Bonjour. Oui, bonjour Sas, bonjour à Chakala et bonjour à Nicolas Adibli et bonjour à Didier Soga. Et oui. C'est un plaisir pour moi et bonjour aux auditeurs de Canal FM. Plutôt Pasteur Edo Komi, le président du mouvement Martin Luther King. La voix des sans-voix, et ces derniers temps, vous publiez une série de coups de gueule par-ci, de plaidoyer par-là. Nous avons souhaité que vous soyez avec nous pour en débattre. Oui, non, je crois que c'est notre mission depuis un certain moment, et ça, tous les Togolais le connaissent. Donc, nous avons estimé que notre société est en danger sur certains points, et il va falloir quand même que nous puissions hausser la voix et pour permettre aux décideurs de s'en occuper, parce que nous estimons qu'il faut que les Togolais vivent mieux et que leurs droits soient respectés. Merci, les confrères Nicolas Kofigan Digli, bonjour. Chers auditeurs auditrices de Canal FM, et sans oublier les fidèles lecteurs de l'agence de presse Afrique Monde, et je salue aussi toute la communauté togolaise étrangère qui suit Canal FM actuellement en ligne. Et vous allez veiller à maintenir le décibel à ce niveau au fur et à mesure que l'émission va continuer, Nicolas. Je pense c'est bien, promis. Je pense bien même. Merci ça peut arriver. Donc, Ali Romoru Chakala de Courrier de la République, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Chakala qui porte un joli batakali, comme d'habitude. Il est Prince Kotokolitem. Oui, Prince, oui, bientôt un futur chef canton. Ah bon? Oui. Ok, du courage et bonne chance pour ça. Merci. Didier Asoba, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Canal FM, bonjour aux aînés en studio. Vous êtes venu ce matin à la radio à vélo? Pas à vélo, mais à vélo moteur. Je croyais que votre papa vous avait laissé son vélo en héritage. Oui, il me l'avait laissé, mais les choses ont évolué entre temps. Donc maintenant, c'est pas le vélo, mais c'est le vélo moteur. Merci beaucoup. Bientôt, autre moteur. On espère. Merci. Bien grand. Oui, Chakala? Oui, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, 22 octobre. Il souffle ça de 22e bougie. Il s'appelle Khaled. Je lui souhaite tout le meilleur pour le restant de ses jours. Merci. On dit plutôt Khaled. Khaled. Voilà. Joyeux anniversaire à Khaled qui souffle ses 22 bougies le 22e jour du 10e mois de l'année 2018. Eh bien, nous commençons cette émission qui va nous voir aborder des sujets, naturellement la politique avec la polémique autour du recensement. Ce qui se fait, ce qui se dit également à tort ou à raison, nous allons en parler, et des recensements au climat socio-politique qui prévaut dans le pays. Vous vous rappelez, le samedi dernier, c'était le mois de la société civile, les forces vives Espérance pour le Togo, qui a animé un forum citoyen national. Des questions ont été débattues, nous allons revenir là-dessus, pourquoi pas la CEDEAO. Mais avant cela, il y a quelques questions de proximité, notamment les coups de gueule ou les plaidoyers que porte le mouvement Martin Luther King. Mais à Chakala, la presse togolaise vient d'être frappée d'un nouveau deuil. Le vendredi, ses parents et témoins collègues l'avaient encore vu. Et puis dans la journée du vendredi 19 octobre dernier, il s'en est allé
dans une clinique de la place après un tout petit malaise. Lui sait où c'était. Lonlon Kofi, le directeur de publication du journal hebdomadaire Le Potentiel, secrétaire général du patronat de la presse togolaise PPT, qui n'est plus. Oui, c'est une nouvelle, je l'ai appris hier tard dans la soirée, et cette nouvelle m'a glacé le corps, parce que je le connais très bien, on était proches l'un de l'autre. C'est un garçon très sympa, jovial. Toutes les fois que vous vous rencontrez, il vous appelle grand frère. Vraiment, je crois que c'est un coup de trop pour la presse togolaise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous l'aimons bien, mais Dieu l'aime plus que nous. Il a rappelé à lui. Mais on aurait voulu quand même qu'il passe encore un peu plus de temps avec nous. La volonté de Dieu a été faite. On souhaite bon courage à sa famille et que la terre lui soit légère. Merci de prendre ça avec beaucoup de philosophie, de foi. Nous aimons beaucoup Lonlon Kofi, mais son Dieu créateur l'aime plus que nous. Il vient de le rappeler auprès de lui. Disons Amen, en chrétien que nous sommes. Didier Assogba, on prend avec philosophie, mais Lonlon Kofi qui laisse orphelin son journal, Le Potentiel. Il laisse orphelin également ses collaborateurs, ses amis de PPT, tous ses confrères de la presse togolaise, mais il est surtout veuve, sa jeune épouse, et jeune orphelin, ses petits-enfants. Voilà celui que nous pleurons, alors qu'on n'a pas encore fini de sécher nos larmes pour Jean-Pierre Jean-Jo et les autres. C'est un peu difficile pour moi personnellement de parler de ce sujet, parce que pour ce que plusieurs ne savent pas, entre 2011 et 2013, j'ai travaillé au Potentiel. J'ai été même pendant 2 ans le rédacteur en chef de ce journal. C'est dire que Lonlon Kofi est non seulement un confrère, un directeur, mais un ami, un frère, un complice. On peut aligner les mots. Et quand j'ai appris la nouvelle hier, j'étais avec mon épouse, et c'était insupportable parce que bien qu'il était mon directeur, il venait chez nous presque tous les lundis à la maison. Donc on se connaît très bien, on se côtoyait, on a la proximité. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a eu encore l'occasion de se rencontrer et on a parlé de nos on va dire de nos histoires de tous les jours, de nos proximités, de notre vécu, de tout ce qu'on a eu à faire. Et il a d'ailleurs, comme à son habitude, il m'a taquiné un peu sur quelques points, mais là c'est insupportable. Mais comme l'aîné Chakala le dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Il aime plus que nous, il sait pourquoi. Je dis, c'est souvent Dieu qui décide. S'il a décidé pour lui, c'est parce qu'il sait peut-être que c'est mieux qu'il vienne auprès de lui que de rester ici. Nous pleurons un cher qu'on a perdu, mais nous positivons. Merci, nous positivons. Eh bien, la leçon que nous en tirons, c'est ce que nous avons tous appris en classe de terminale, en classe de philosophie. Vivons comme si nous devions mourir à chaque instant, mais en même temps, vivons comme si nous ne devrions jamais mourir. Dieu merci, nous avons le souffle de vie. En ce jour du lundi 22 octobre, nous en faisons du bien en vous accompagnant dans cette émission Club de la presse. Mais nous allons un peu à l'international, avec rappel également de quelques tristes souvenirs. Hier, 21 octobre 2018, cela faisait 15 ans jour pour jour que un certain Christian Baldensberger, que nous connaissons beaucoup plus sous le pseudonyme de Jean Hélène, dont nous aimions beaucoup la voix sur RFI, c'était hier, en fait, ça faisait 15 ans hier, le 21 octobre 2003, Jean Hélène était fauché dans une rue à Abidjan, alors qu'il ne faisait que son travail de journaliste. Et puis, il y a quelques jours, c'est un autre journaliste, le Saoudien Jamal Khashoggi, qui travaillait pour des organes américains,
il est entré en Turquie, il est entré donc dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Il n'en est plus jamais sorti. Du coup, les gens avaient commencé par craindre pour sa vie. Et ce qui était rumeur est devenu clameur. Il est désormais établi que Jamal Khashoggi a été assassiné dans le consulat de son pays, Arabie Saoudite, à Istanbul, en Turquie. Mais jusqu'à ce jour, le mystère demeure entier sur les circonstances de cette mort violente, ainsi que sur la présence ou non de son corps. Mais cela fait déjà l'objet d'une montée de tensions diplomatiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et ses principaux partenaires occidentaux. Nicolas Adigli, Jean-Hélène avant-hier, Jamal Khashoggi hier, c'est dire que nous les journalistes, nous ne sommes pas exempts de toute menace ou mort violente. Oh, l'histoire a toujours prouvé que le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, n'a pas la sécurité totale. Dans ses prises de position, dans ses analyses, ça peut porter atteinte à certaines personnes d'une manière ou d'une autre et qui peuvent attenter à sa vie. Nous avons le cas de Jean-Hélène, nous avons le cas de Jamal Khashoggi récemment. Et c'est les cas qui sont notoirement connus. Une photojournaliste qui était en Centrafrique, elle a été tuée comme ça. Il y a Karine, quelque chose en Irak, lors des temps de guerre, elle a été fait éclabousser comme ça, pour dire que les journalistes sont chaque fois, bien que ce soit un métier noble, le journalisme, chaque fois le journaliste est sur le qui-vive, ou bien sa sécurité n'est pas souvent garantie. Le cas de Khashoggi, il était, tenez-vous bien, allé dans l'ambassade de son pays, donc pour ne pas dire qu'il est rentré chez lui. Oui. Voilà ce qui s'est passé, c'est déplorable. Voilà, Pasteur Edo Komi, le président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. On voit à l'exemple de Jean-Hélène à Abidjan, Jamal Khashoggi, pour son propre pays et bien d'autres dans le monde entier, pour dire que la liberté d'opinion, la liberté d'expression est menacée, enfin peut être menacée dans tous les pays du monde. Oui, c'est vrai que c'est triste quand on apprend que les journalistes qui sont censés informer l'opinion puisse être objet des attaques et des morts de ce genre. Ça fait très mal. Et c'est la preuve que les gens n'aiment pas que leurs intérêts soient foulés aux pieds, parce qu'on estime que le journaliste qui révèle les choses cachées soit un ennemi pour ces gens-là. Et c'est dommage pour tout ce qui arrive. Un journaliste qui arrive dans le consulat de son pays doit être protégé. Mais s'il n'est jamais ressorti et finalement il est mort, on déclare qu'il est mort dans des conditions floues. Qu'est-ce qui s'est passé au consulat? On estime qu'il y a eu une bagarre. Mais bagarre avec qui? Le journaliste est allé se bagarrer avec les gens au consulat. Vous voyez quand même que c'est quelque chose qui a été prémédité et c'est dommage. Donc c'est encore une occasion pour nous de lancer un appel aux gens à laisser les journalistes travailler, parce que les journalistes, en fait, c'est des informateurs, hein, et sans les journalistes, beaucoup de choses se seraient restées dans l'ombre. Donc c'est dommage pour la liberté d'expression qui est toujours menacée. Merci Lon Kofi, Jean-Hélène ou Christian Baldensberger si vous préférez, ou encore Jamal Khashoggi, pour les cas que nous connaissons, et pour tous ces confrères anonymes qui vivraient des difficultés, solidarité du club de la presse, de Didier Assogba, de Aliro Tchakala, de Nicolas Adigli et de notre ami de ce jour, Pasteur Edo Komi. Maintenant nous allons avec vos coups de gueule, ou plutôt vos plaidoyers. Commençons par ce que vous relayez sur les réseaux sociaux et qui porte sur le cri de détresse des commerçantes et commerçants riverains de cet immeuble qui s'est effondré il y a quelque temps dans les environs de l'Institut Goethe. L'immeuble reste encore debout là-bas, constituant une certaine menace. Un périmètre de sécurité est délimité autour, mais les commerçantes et commerçants qui faisaient leurs affaires dans les alentours de cet immeuble se plaignent. Et vous relayez justement leur cri, Pasteur Edo Komi. Oui, Seigneur, ça, si vous avez la mémoire que le 1er juin dernier,
cet immeuble s'est effondré, a fait au moins... Une partie de cet immeuble s'est effondré, a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Et nous étions tous sous le choc, nous étions sous l'émoi, parce qu'on ne peut pas comprendre que un immeuble qui soit au milieu, au milieu de la capitale et au grand marché de Lomé, puisse comme ça s'effondrer et que cela puisse ôter la vie à des compatriotes. Au-delà de cela, ce qui est aujourd'hui, après les dégâts humains et matériels que cela a causé, c'est le fait que les commerçants et les commerçantes qui sont dans le périmètre sont sous le coup de la sécurité. C'est-à-dire, on estime que l'immeuble constitue une menace pour eux et il faut attendre que l'immeuble soit démoli. Ça, si je dis 5 mois bientôt, l'immeuble n'a jamais été démoli. Pas encore démoli. Et les commerçants ont leur magasin fermé il y a 5 mois. Les magasins sont fermés. Même, comment on l'appelle, l'Institut Goethe s'est déplacé à l'ENA, dans l'ancêtre de l'ENA. C'est là où ils sont actuellement. Donc, même le Goethe Institut se trouve victime collatérale de ce phénomène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu quand même à rencontrer certains ministres avec une délégation de certains ministres dont le ministre CC, par exemple, de l'urbanisme, de l'habitat, du cadre de vie. On a parlé avec le ministre Yak, on a parlé avec le ministre Boukouissi, donc de l'administration territoriale. Donc on en a adressé même un courrier au ministre de la Santé et du ministre du Commerce. Donc c'est les ministres qui sont concernés par le phénomène. Mais on nous a rassuré que dans quelques jours, quand on a été reçu, dans quelques jours, l'immeuble sera que les ingénieurs ont déjà fait leurs travaux et que l'immeuble doit être démoli. Il faut une ordonnance du tribunal pour que le propriétaire affaire ne se plaigne pas de ce que rien n'a été fait judiciairement. Mais depuis là, écoutez, l'immeuble est resté à l'état, constituant encore une menace pour quiconque va oser passer par là. Et les commerçants payent. Ça fait 5 mois qu'ils ne continuent pas à payer pour leur magasin. Et là, vous convenez avec moi que ça fait déjà de pertes énormes. Et les produits qui sont dans les magasins, les produits périmés. Et cela pire encore. Le propriétaire de l'immeuble est là, peinard. Il n'y a rien n'est tenté contre ce propriétaire. Donc nous estimons quand même qu'aujourd'hui, les femmes, les hommes, là, les commerçants crient au secours. Mais personne ne veut leur venir au secours. Et ça fait très mal. J'estime que ça fait très mal. Et ce phénomène-là, c'est comme si les gens ne sont pas conscients de la situation des citoyens. Pourtant, on veut aller aux élections, on veut faire les gens, mais ceux qui peuvent voter, voilà ce qu'on fait. Il n'y a pas de dégâts pour eux. Oui, à Tchakala, ça fait 5 mois que cet immeuble constitue une menace et on peut comprendre qu'on ait délimité un périmètre de sécurité pour protéger les environs. Mais voilà, même le Goethe Institut, le centre culturel américain, allemand, a dû déménager ailleurs. Les commerçants, ils sont privés d'accéder à leurs magasins. Or, ils ont loué ces magasins pour lesquels ils paient le loyer. Et ces commerçants se plaignent également qu'ils ont pris des crédits, bien sûr. Dans les banques et instituts de microfinance. Les affaires sont bloquées là depuis 5 mois. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi rien n'est entrepris pour assainir le périmètre et laisser les gens reprendre leur activité? Non, aucun humain doté d'un bon sens ne saurait comprendre la situation telle qu'elle se présente sur les lieux. Nous sommes au Togo et ça ne me surprend pas. Vous savez, les mois au Togo durent les temps d'un éclair. Quand c'est à chaud, on semble entourer la chose de tous les soins, on semble s'émouvoir, mais une fois que le vent souffle et que le bruit, que la situation qui a été créée passe, c'est fini. On oublie royalement ce qu'on est censé de faire. Mais vous voyez un peu la situation de cet immeuble. On n'a pas besoin de beaucoup de semaines pour démolir ça, parce que c'est comme un piège grandement ouvert et ça peut se refermer sur n'importe qui à tout moment. Mais un pan s'est effondré, ça veut dire que l'immeuble même ne tient pas. Qu'en est-il du bas? À partir du moment où les ingénieurs, les techniciens ont fait les études qui montrent qu'il faut absolument démolir l'immeuble, on n'a pas besoin d'implorer une certaine faveur de Dieu avant de passer à l'acte.
Et tous ces gens-là qui ont pris du crédit, et tous ces gens-là qui vivent des activités autour de la chose, donc c'est des gens qui sont au chômage comme ça à cause de la bêtise humaine. Au moins 300 personnes. À cause de la bêtise humaine. Quand vous prenez aussi certains de nos axes routiers, vous voyez, quand ça commence par s'esquinter, on ne s'émeut même pas. C'est quand ça devient de grands gouffres et que des accidents se deviennent légion, c'est là qu'on s'empresse de pallier au plus près. Vous vous rappelez, nous parlons depuis 3-4 semaines de ces dangers qui se manifestent dans les rues. Il y a le trou qui est dans la chaussée au Grand Marché, à côté de l'agence UTB Grand Marché. Il y a également Doranco qui va vers le siège du Sylvain Olympio. Oui, il y a qui est la pena. Il y a la voie pavée au niveau de la pharmacie d'Idjolé. Ça s'étend tous les jours. Il y a également le gros trou devant la mosquée, sur la voie pavée de Bekota, un peu partout. Nous en plaignons ici, mais cela ne semble émouvoir personne. Didier Assoba. Si les gens sont fatigués d'assumer leurs responsabilités, je crois qu'ils n'ont pas passé un concours avant d'être là. Ils n'ont pas passé un concours. Quand on est ministre, c'est par un choix comme ça. Mais s'ils avaient passé un concours, qu'ils sont sortis meilleurs, et que bon, le choix s'est porté sur eux, là on comprendrait qu'ils sont à même de jouer, de faire le dos rond par rapport aux charges qu'on leur a confiées. Mais des ministres sont censés réagir. Il ne faut pas attendre que des dégâts se fassent à la taille du Kilimanjaro avant que cela n'émeuve. Ils sont censés même d'agir, non pas réagir, d'agir même d'abord. Mais tout ça là, nous fredonnons cela. S'ils ne sont pas au parfum des situations, nous sommes là. Merci. Nous attirons leur attention. Pasteur Dokomi qui vient de nous rappeler que pour l'immeuble au Grand Marché, pasteur, vous dites que vous avez approché les ministres de l'environnement, du commerce, administration territoriale, sécurité, la direction de l'épargne, voilà, les démarches qui ont été faites. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas de... Et on le leur rappelle tous les jours, par message, on leur dit tous les jours. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en faites de cet immeuble? Merci beaucoup. Eh bien, le club de la presse qui relaie ce cri de détresse des commerçants dont nous parle ici Pasteur Dokomi. C'est pas fini, les amis, mais nous allons passer à un autre acte de plaidoyer que le mouvement Martin Luther King mène ces derniers temps. Vous avez adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale contre ce que vous appelez les démolitions d'immeubles d'habitation un peu partout. Quel est le pourquoi de cette saisine, Pasteur Dokomi? Oui, non, je crois que tout Togolais conscient aujourd'hui voit dans ce pays les démolitions à la sauvette. Je dis pourquoi, parce que regardez aujourd'hui, vous prenez, on se rappelle de cette affaire de Davier Kpota il y a 2 ans de cela, où une seule femme s'est fait propriétaire de tout le village. Et par décision judiciaire, on a expulsé tout le monde, tout le village. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, chaque semaine que bon Dieu fait, vous allez trouver des cohortes de gendarmes ou de forces de sécurité aller expulser, aller démolir les habitations. Et de surcroît, des habitations sur lesquelles les gens ont fait des fois même des titres fonciers. Imaginez-vous que au niveau de Baguida, juste de l'autre côté de la pharmacie, d'une pharmacie là, l'immeuble ou bien le terrain a un titre foncier de 1942. Je rappelle bien, 1942, c'est le titre foncier numéro 35. Titre foncier numéro 35. Donc tous les habitants ont été expulsés. Tous les habitants ont été expulsés. On estime que c'est pour un étranger. C'est pour je dis bien un étranger qui l'aurait acheté. Quand? Personne ne sait. Allez au niveau de Radio Pyramide, derrière juste le quartier là au niveau de siège de l'INI. Tout ce quartier là est propriétaire. Il y a effectivement un immeuble peu entre Radio Pyramide et le siège de l'INI. Oui. Tout cet immeuble là, tout ce quartier là est la propriété d'un seul individu. Il estime être propriétaire. Et c'est comme ça tous les jours, les démolitions, les expulsions. Et les citoyens de bonne foi qui ont acquis
qui ont acquis des terrains, des lopins, et qui ont construit pendant 20 ans, 30 ans, qui y habitent. Et d'un seul jour, tout l'édifice s'écroule comme ça. Parce que des gens sont propriétaires. Comment on peut admettre que une réserve d'État, un patrimoine immobilier de l'État, donc que les gens ont occupé pendant 20 ans, 30 ans, et c'est un seul jour qu'on se lève, on était où quand les gens construisaient sur ces réserves? Peut-être qu'ils ont même des titres fonciers. On ne construit pas un seul jour. Il faut du sable, il faut du ciment, il faut tout, il faut monter jusqu'à ce que les gens y habitent. Et 20 ans après, l'urbanisme, les ingénieurs, les fonctionnaires de l'urbanisme se lèvent et puis vont détruire. Ben c'est un danger pour nous. Donc, ce qui veut dire que notre patrimoine immobilier n'est pas en sécurité. Et des fois même, on a le titre foncier. Qui signe les titres fonciers? Qui signe même les trois tampons? C'est l'urbanisme. L'urbanisme ne sait pas que c'est une réserve administrative. Ça, si vous pouvez les inviter, ils vont venir. Il faut qu'ils viennent nous dire comment ça se passe. Et nous demandons à l'Assemblée nationale, parce que c'est vraiment, ça fait mal qu'on démolisse comme ça les habitations. Nous demandons à l'Assemblée nationale de voter au moins une loi, ou bien de surseoir, qu'il y a quand même un sursis pour le moment. Parce que ça fait de trop. Et les sans-abri que nous avons un peu partout. Mais pourtant, nous sommes dans un mandat que vous connaissez. Merci, et les sans-abri que nous avons tous les jours. C'est une question qui suscite beaucoup d'émotions, parce que ça pose un problème un peu problème humain, voire même de sécurité sociale et publique. Pasteur disait tantôt que des gens ont acquis et construit de bonne foi. Mais Didier Assogba, vous savez, puisque ce sujet revient avec récurrence dans les médias, l'homme de ces immeubles-là qui sont détruits, c'est suite à des litiges fonciers que la justice a tranché. Même si les avis ne sont pas toujours les mêmes, ceux qui revendiquent ces terrains, il y a d'abord ça. Il y a également des cas plus ou moins avérés, des gens qui ont construit sur des réserves, des gens qui ont construit dans les domaines de voies publiques, un ensemble de circonstances que le mouvement Martin King a le mérite de poser devant le président de l'Assemblée nationale. Qui a le devoir de réagir et d'agir surtout. Entre-temps, si nous levons la voix, on pense qu'on est trop critique. Dieu merci, les acteurs de la société civile posent le débat. Moi, je pense que c'est un sujet global, un sujet crucial, et un sujet qui mérite même des assises nationales pour qu'on mette des socles. Moi, le problème du Togo, c'est que sur des sujets donnés, on n'a pas de socle. On n'a pas de ligne rouge qu'on ne devrait pas franchir. C'est tout le problème qu'on a au Togo. Si on est dans une république où il n'y a pas un seul point sur lequel les gens doivent être d'accord, que ça, quand on arrive à ce point, c'est l'intérêt du Togo qui compte et c'est une ligne à ne pas franchir, on assisterait à ça. Vous parlez des décisions judiciaires qui sont données. Ces juges-là qui rendent les décisions. Après, vous allez entendre que même ils construisent là-bas. Non, ils prennent une partie des terres qu'ils aident les gens à récupérer de gré ou de force à des gens. Donc, c'est le problème. Oui, la preuve, c'est que nombre de juges et d'avocats se retrouvent dans ces polémiques-là, dans ces contradictions. Parce que c'est une affaire de millions. Oui. De millions, et surtout de millions et de millions. Donc, du coup, quand ils trouvent un terrain bien placé, ils trouvent tout de suite, ils montent un litige pour qu'ils savent qu'ils ont des réseaux, notamment au niveau de la justice, avec des juges véreux, des magistrats véreux. Malgré l'effort que fait le Conseil de supérieur de magistrature, Kakbovi, Gamato et le président de la Cour suprême et ses collègues du Conseil supérieur de la magistrature, il y a toujours des magistrats véreux qui ne courent que derrière les millions. Donc, ils font tout pour trancher à la faveur des riches qui s'improvisent propriétaires de l'immeuble. Enfin, d'une terre ou d'un lopin de terre, mieux placé quelque part. Il trouve un complice tout à l'heure là dans la famille et lui donne quelques millions. Le gars dit non, que entre temps moi j'avais vendu à lui, et puis ils font tout pour récupérer le terrain et se partager l'argent après. Après, comment on peut comprendre le cas dont il parle? Comment on peut comprendre qu'un Togolais qui a acheté un terrain en 1940 et quelques. Non, il a le titre foncier qui date de l'année 1942. Qui a eu le titre foncier, numéro 35. Numéro 35. En 1942. Togolais. Aujourd'hui,
on dit qu'un étranger aurait acheté là-bas. Mais comment on peut comprendre des choses comme ça? Ça veut dire que notre cadastre ne fonctionne pas. Le cadastre, malgré les réformes et les efforts qu'on nous clame, il reste toujours des choses à revoir au niveau du cadastre. Et que dire du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, de cadre de vie? Ce ministère-là, moi, je ne vois pas ce que fait ce ministère-là. Depuis qu'il est créé, je ne vois pas ce qu'il fait. Si le ministère vient de travailler à l'adoption d'un nouveau code foncier qui est censé prévenir, régler ces problèmes. Non, le ministre il a fait quelque chose dans l'adoption du code. Il sait comment le code a été élaboré. Non, c'est des experts qui ont été commis pour élaborer le code. Ça, n'importe quel ministère peut porter ce projet. Le ministère de l'économie et des finances peut porter ce projet. Même une cellule à la présidence peut porter ce projet. Il y a des départements qu'on ne sent pas, dont on ne sent pas l'action, et après on constate le dégât. Le ministère qui est en charge des réserves administratives laisse les gens occupés, laisse des fois même des ministres occupés, des DG occupés, la réserve, et quand on vient casser, on ne casse pas la maison des DG, des bien placés, des colonels et des généraux. Quand on vient, on casse que la maison des citoyens lambda qui n'ont personne, qui n'ont personne et qui n'ont aucun moyen de recours. On casse leur maison, on dit vous avez occupé une réserve, mais c'est juste pour vendre le lot là à quelqu'un d'autre. Donc moi je dis, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire au Togo. Merci. Quand on aime ce pays, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Merci. Si des gens occupent des réserves, s'ils sont des Togolais, il faut peut-être qu'on trouve les moyens qui leur permettent déjà aux riches d'occuper là, d'acheter les réserves. Quand on constate qu'ils l'ont occupé illégalement, il faut qu'on les accompagne peut-être à payer à l'État pour garder, au lieu de casser la maison et les laisser sans abri. Merci. Ces problèmes dont nous nous plaignons, les gens qui voient leur immeuble, leur maison démolie du jour au lendemain, qui voient leur terrain occupé. Ici à Lomé, il y a tout un quartier à Gouet-Télésou qui est en sursis. Le pasteur de Komi nous parle tantôt d'un village à Davie-Kota, le village qui se retrouve du jour au lendemain la propriété d'une seule dame, donc tous les habitants rasés. Mais quand on va à l'intérieur, notamment dans déjà ici dans les cantons de Covier et consorts, on apprend que des gens haut placés à Lomé, des officiers supérieurs de l'armée, des ministres au DG, qui achètent des pans entiers des préfectures de Lavé, de Lagou, et des villages entiers qu'une seule personne achète, et des gens, des habitants, les populations qui craignent, qui craignent de se retrouver à la rue un jour. Nicolas Diblé, le phénomène doit se sentir également dans votre préfecture d'origine à Gou. Non, c'est général et c'est déplorable. Et il faut le dire, quand vous prenez par exemple la préfecture de Lavé, c'est ça, non? Qui a pour chef le Kévé, il y a un haut gradé qui a plus, c'est-à-dire là-bas c'est son territoire, comme eux-mêmes aiment le dire, je ne veux pas citer son nom, il se connaît. Donc pour dire que quoi, c'est des localités où avec, j'ai eu même l'information la fois dernière, un haut gradé qui est allé dans une des préfectures, non loin toujours, en allant sur la route de Palmé toujours, pour 1 hectare, il a donné 50 000. Et il a pris combien? Il a pris 150 hectares, vous comprenez? C'est facile, quoi. C'est tout. Et puis, moi, des fois, quand il m'est donné l'occasion d'approcher les propriétaires, certains propriétaires, vous savez, ils vous disent, on n'a rien. Et la paupérisation, la pauvreté. Et moi, j'ai même posé la question à un des restaurants en lui posant la question de savoir, maintenant, ils sont en train de vendre les terrains. Ils ont des enfants qui vont grandir. Qu'est-ce qui va rester aux enfants? Il me dit non, que les enfants vont se débrouiller calmement. Hein. Donc la pauvreté, l'ignorance amène les gens à brader leur terrain. Et aussi, certaines... il y a, par exemple, je vais vous donner un cas encore. Un jeune homme, parce que il a eu problème entre deux familles où on devait l'arrêter parce que il n'était pas en règle dans certains domaines. Et quand on l'a arrêté, les parents sont allés voir immédiatement un haut gradé qui dit je vais le faire sortir, et quand on l'a fait sortir, c'est 10 hectares qu'il a eu. Gratuit. Ça dit, vous comprenez, c'est facile, quoi. Et ça fait que c'est comme ça. Maintenant, eux-mêmes sont revenus pour dire il a pris les 10 hectares. Maintenant, le reste là, il va. Et sincèrement, que ça ne soit pas seulement à Lomé ici, même à l'intérieur, les propriétaires de terrain même n'ont plus de terrain pour des terrains culturels. Surtout qu'il y a un problème aussi qui se pose. Aujourd'hui, quand vous allez dans les régions, allez dans les régions, vous allez voir que les jeunes qui sont valides, qui peuvent travailler,
ne font plus les travaux champêtres, quand ils font tout pour avoir une moto entre les jambes, c'est fini. Ce qui fait même que ce sont les vieux là qui sont seulement dans ces villages là et vivent les dégâts. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, le mouvement Mathieu Luther King qui a saisi le président Daman Dramani de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention du pouvoir législatif sur ces menaces-là qui pèsent sur notre vie nationale. On verra bien ce que le président de l'Assemblée nationale fera dans ce sens. Nous allons finir avec une autre action de plaidoyer. La semaine dernière, nous parlions du magazine Reflet du Palais qui avait fait un article sur les contrats de travail. Nous en avons parlé ici et je me rappelle, Pasteur Dokomi, que vous menez également une action de plaidoyer pour les conditions de travail et de vie des agents de sécurité. On les voit, ceux qui travaillent sur la sécurité des immeubles publics, parapublics et privés. Nous saluons ceux qui travaillent au consulat de France, à l'ambassade de France, à la Banque mondiale, même devant les ambassades et les grandes banques qui se connaissent. Parce qu'il relève de votre document que ces agents de sécurité travaillent dans des conditions à la limite de l'exploitable. Oh là là, vraiment, je plains pour ces compatriotes-là qui n'ont trouvé mieux que d'être des gardiens des agents de sécurité privés. Ça fait pleurer. C'est des gens qui sont sous le soleil, qui sont sous la pluie. Ailleurs, il n'y a rien quand il pleut, ils restent dans la pluie. Et sous le soleil, ils sont sous le soleil. Mais leurs conditions de travail et de vie restent à désirer. Et j'en ai pour preuve, leur salaire, la plupart de leur salaire ne dépasse pas le SMIC. Il y a une ambassade qui paye pour une société de sécurité plus de 100 000 francs par individu, par gardien. Mais un jour, il leur est arrivé de poser la question au gardien combien on lui paie. Il dit 25 000. 100 000, lui paie 25 000. Immédiatement, l'ambassade a décidé de rompre le contrat avec la société parce qu'il estime que c'est de l'exploitation humaine, que ce n'est pas possible. Même il a demandé à la société si même si elle veut porter plainte au tribunal, que l'ambassade est prête à y aller. Et à prouver combien de fois la société là est de mauvaise, le directeur général de cette société est de mauvaise foi. Donc c'est pour dire que les gardiens, vous les voyez, un gardien, il peut être chauffeur, il peut être jardinier, il peut être cuisinier, il est tout, le gardien. C'est comme ça on les utilise. Mais pas de contrat de travail. Et de plus, on le paie pour un seul métier, une seule profession, c'est-à-dire le fait qu'il soit gardien. Donc, nous avons reçu un groupe de gardiens qui nous ont révélé leur situation de travail. Ils sont insultés, il y a du mépris total. S'ils sont dans des maisons, ce sont les enfants qui les méprisent, qui les insultent, qui les traitent de vauriens. Et nous avons compris quand même que il faut organiser le secteur. Et en organisant le secteur, nous avons proposé quand même qu'il y ait un syndicat des gardiens. Ce que nous sommes en train de préparer parce que, et à la fin, ils ne sont pas déclarés à la caisse, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de congé. Les heures de travail, ça ne tient même pas du code de travail ou de la convention collective professionnelle. Je vous avoue quand même que c'est de la misère pour ces gardiens et ça fait très mal. Il faut que leurs droits, il faut qu'on reprenne en main ces gens-là et qu'on les organise pour les meilleures conditions de travail. Merci Alirou Tchakala. Voilà le mouvement Mathieu Luther King qui attire notre attention sur ce phénomène. Des gens qui assurent la sécurité des immeubles ne sont pas eux-mêmes en sécurité. Rien qu'à voir la façon dont certains portent des tenues élimées. Donne une idée. Des chaussures. Cela se passe quand même cela constitue un certain contraste. Quand on se rappelle que le gouvernement a quand même relevé le SMIC qui était de combien? Je crois 21 000. 28 000 à 35 000. Non, c'était d'abord 21 000. C'est passé à 28 000. Maintenant, on est autour de 35 000. Mais on se demande si les agents de sécurité sont payés au SMIC. Et également, la Caisse nationale de sécurité sociale qui fait une action pour que les employeurs déclarent leur personnel à la sécurité. Ce n'est pas fait.
Voilà le contraste un peu de non-droit. Et la dernière fois, nous en parlions, vous dire que quand des questions comme ça se posent, on tape beaucoup sur l'État qui viole nos droits économiques, mais combien de sociétés parapubliques ou privées ne violent pas les droits de leurs employés? Oui, le colon est parti il y a plusieurs décennies, mais nous-mêmes, nous sommes constitués en colons et on met la vie de nos compatriotes, de nos proches, de nos semblables, dans des conditions effroyables. Il faut aujourd'hui le dire. Pourquoi ces sociétés de gardiennage poussent comme des champignons? C'est parce qu'elles tirent leur compte. Parce qu'elles arrivent à faire de bons chiffres d'affaires. Et en faisant des bons chiffres d'affaires, malheureusement, ceux qui apportent une certaine vie à la structure qui a été créée, ce sont eux qui sont les grands perdants. Quelqu'un qui place un agent devant une banque ou devant un domicile privé et le strict minimum, c'est 75 000. Et quand ces gens... Là, c'est heureux si les gens sont payés à 75 000. Non, ils prennent, la société mère prend 75 000 et en contrepartie, ils donnent 25 000 et souvent, ça ne vient pas régulièrement. Vous pouvez cumuler 2 ou 3 mois d'arriérés et vous n'avez pas... Vous ne pouvez même pas donner le temps pour réclamer quoi que ce soit. Donc l'exploitation de l'homme par l'homme, on la retrouve dans ces structures de gardiennage. Et on croise les bras, on assiste. Quand dans le pays, on ne crée pas des emplois, quand dans le pays, certains qui sont censés se reposer après avoir servi l'État, viennent maintenant se constituer en des gardiens, c'est le traitement. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ailleurs, les gens veulent aller à la retraite histoire de bénéficier des cotisations, de bénéficier de tous les avantages. Mais ici, quand on part à la retraite, c'est en ce moment même qu'on se rend plus actif parce que sur le plan cotisation, au niveau de la caisse de sécurité sociale, ceux-là qui ont eu à vous employer n'ont pas prélèvent ce qu'il faut verser, mais ils n'ont jamais mis ça dans le... Merci. Donc, vous comprenez, c'est un peu frustrant. Merci. Il va falloir quand même que... nous arrive que bon nombre de ces agences-là seraient créées par des personnalités haut placées, des officiers supérieurs, qui emploient même des soldats, des policiers, des gendarmes à la retraite. Et puis Didier Assogba, il y a un cas cocasse, des gens de sécurité qui travaillent dans une institution de microfinance, l'une des plus grosses de microfinance. Eh bien, ces agents qui gardent cette maison et les gens, ils ne sont pas autorisés à faire des prêts, à recevoir des crédits dans l'agent auprès de l'institut de microfinance qu'ils gardent au jour le jour. Voilà un contraste vraiment aberrant. Non, on est dans un pays où plusieurs domaines sont abandonnés. Bon, c'est vrai qu'on cherche d'abord la solution à notre problème. Politique notamment. Politique, qui doit drainer les autres, donc les autres problèmes sont à l'abandon. Moi, personnellement, j'ai quelque chose contre cette politique de sous-traitance. C'est la politique de sous-traitance qui laisse le terreau fertile à tous ceux dont on assiste aujourd'hui. Si des ambassades arrivent au Togo et veulent recruter des gardiens, ben autant lancer un appel d'offres, un avis d'appel d'offres, et ceux qui sont capables de postulent directement et soient recrutés et traités pour que du jour au lendemain, ces agents-là ne soient pas des gens exploités, fatigués, qui arrivent là, le ventre creux, qui n'ont même pas de quoi manger, qui finissent... dont le salaire finit le 5 du mois parce qu'ils l'ont pris le 3 peut-être, le temps de payer le loyer, de payer l'électricité, l'eau, ils arrivent peut-être en marchant au travail et ils ne sont pas concentrés sur ce pourquoi ils sont appelés. Donc la politique de sous-traitance pose véritablement problème. Et ajouter au cas que tu évoques, c'est pas moi, c'est le mouvement Martin Luther King qui... je parle du cadre de la microfinance. Oui. Les agents qui gardent l'argent, la microfinance, mais eux-mêmes ne peuvent pas recevoir des crédits auprès de l'institution. C'est parce que la microfinance ou l'agent de la microfinance sait bien que ce qu'elle elle-même paie déjà à la société qui a recruté, le Virgile, n'est pas conséquent. Et donc,
le villageois ne peut pas gagner mieux chez la société qui l'a recruté pour pouvoir rembourser les prêts. Et donc, parce que les gens, ils se connaissent. C'est peut-être un cadre de la microfinance qui a créé la société de gardiennage dont il s'agit, ou un ami du directeur ou de cette microfinance là. Donc du coup c'est une question de combine de désaccords, je veux dire des gens, ils se connaissent entre eux et ils s'entendent pour exploiter les autres et faire les affaires sur leur dos, ils s'enrichissent. Merci, on va finir. Non, s'agissant des prêts qu'on n'octroie pas à ces agents qui gardent ces structures de microfinance, je crois que les patrons même, ceux-là qui ont créé et les sociétés qui ont placé ces agents-là, mettent en gage ceux-là même qui font la sécurité autour de ces structures-là pour faire des prêts. Ils prennent des prêts, mais la banque, ces structures de microfinance ne reconnaissent pas immédiatement ceux-là qui sont autour de ces structures pour assurer. Sinon, au niveau de ceux-là qui ont placé ces agents, ils font des prêts. Nous vous donnons les gardiens, ils mettent, on prend l'argent. Parce que c'est la structure, quand elle viendra à la banque, la microfinance, quand elle vient à payer, on retire en même temps ce que ces structures, le 2G ou bien ces structures-là doivent à cette institution de microfinance. Donc, qu'ils ne se plaignent pas, qu'ils voient un peu leur patron. Cela ne relève pas de la faute de la structure de microfinance, mais de leur patron, ceux-là qui les emploient. Merci à Pasteur Edo Komi qui nous change un peu du tout politique. Il nous a permis aujourd'hui de parler de cet immeuble qui constitue une épée de Damoclès au grand marché de Lomé, également la saisine adressée au président de l'Assemblée nationale sur les démolitions d'immeubles d'habitation qui créent des problèmes véritablement humains. Et puis on a fini avec des conditions de misère qui sont faites à ceux-là qui assurent quand même la sécurité de nos immeubles, de nos services publics, parapublics et privés. C'est pas fini. Il y a d'autres actions du mouvement Matériel qui, notamment ce coup de gueule contre ce que vous appelez le monopole de la société Sotimex, ou encore ce plaidoyer pour la revue à la baisse des tarifs pratiqués par les opérateurs de communication Togocel et Move. Mais on va peut-être se revoir une prochaine fois. Justement, oui, pour les sociétés de téléphonie mobile. Oui. Vous savez, tout dernièrement, il y a 3 semaines de cela, j'étais à Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Pour 900 francs, vous avez 2 900 gigas. francs, 900 francs CFA, vous avez 2 gigas. Je le dis bien. 900 francs CFA, vous avez 2 gigas. Avec quel opérateur là en Côte d'Ivoire? Avec Orange. Avec Orange. MTN. 900 francs, vous avez 2 gigas. Pendant toute une semaine, j'ai travaillé, téléchargé tout le monde entier. J'ai téléchargé le monde entier. J'ai téléchargé le monde entier. À titre comparatif, ici au Togo. Mais ici au Togo, avant d'avoir 1 giga, il faut dépenser 5500 francs. Avant d'avoir 1 giga. Est-ce qu'on peut comparer? Dans le marché communautaire UMOA. Oui, est-ce qu'on peut comparer? Avec 2 gigas, pour avoir 2 gigas, on sort 900 francs en Côte d'Ivoire. Au Togo, il faut aller jusqu'à 5500 francs. Pour avoir 1 giga. 5000. Pas 2 gigas. Pas 2 gigas, mais ce n'est pas comparé. 5000 francs et 9000 francs. Donc vous comprenez que nous ici au Togo, vraiment, nous sommes exploités par ces sociétés de téléphonie mobile. 900 francs, vous avez 2 gigas. Et pour avoir 1 giga, vous dépensez 5000 francs. Ici au Togo. Juste, on imagine 5500. 5500. 5000, oui. 5000 pour Togocel, et je crois que même chose pour Mouvou. Dans le sens. Eh bien, en tout cas, les chiffres que Pasteur Ido comme il avance, tout le monde peut chercher à vérifier. Non, mais si c'est vérifiable. Qui ment, puisqu'on leur a déjà, mais si cela est vrai. Les nouveaux prix que nous avons proposés, on leur a envoyé. On a déjà envoyé. Et on a certifié qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez 900 francs, vous avez 2 gigas. On ne peut pas démentir ça. Merci. Voilà, Nicolas, on va finir avec Dokomi. C'est peut-être quelqu'un qui crie seul dans le désert, mais au moins le club de la presse nous l'aidons à relayer un peu. Merci pour non seulement vous seulement qui relayez, il y a tout le monde qui relaye. Il y a Didier Sogba ici, il y a Chakala, je crois qu'il y a tout le monde qui relaie ce que nous faisons. Aujourd'hui, il faut reconnaître que on ne peut pas s'en passer de la connexion, surtout que presque tout est maintenant informatisé d'une manière ou d'une autre, ou bien il faut des recherches et autres. Même les entreprises, aujourd'hui la connexion pour le marché. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle e-market, qui avec ça, on utilise abondamment, bien intensément la connexion. Si dans la sous-région, vous vous rendez compte que
et au Togo, on est en train de primer dans le sens du mot au niveau dans le domaine de la télécommunication, c'est grave. Arrivé au Sénégal, quand vous prenez Orange, quand vous prenez Tigo, quand vous prenez Expresso, vous allez voir comment la connexion, d'abord, le débit. Vous êtes trop satisfait, ce qui fait que vous n'avez pas de temps, quoi. C'est intéressant. Mais tenez-vous bien. Ici, vous téléchargez, ça tombe. Ça descend, ça tombe. Il y a certaines zones, même quand vous allez, vous n'avez même pas cette connexion. Et il faut sortir de sa maison, venir au bord de la route pour pouvoir se connecter d'une manière ou d'une autre. Ou aller sur le toit. Donc, mais non, chose. Or, chaque fois, vous comprenez, vous rendez compte que ces sociétés de télécommunications au Togo nuit, ou bien d'une manière ou d'une autre, triche encore la population. Lorsque le Togo sera qualifié pour la CAN maintenant, nos communications vont encore commencer à prélever 5 francs. Ce qui ne sera pas le cas. On va commencer à prélever 5 francs. Et on ne sait pas quand ils vont mettre fin au prélèvement des 5 francs là. Après, c'est pour faire un audit de 650 millions de pertes où on ne sait rien et on ne dit rien. Et chaque fois, c'est comme ça. De cette société mobile, cette téléphonie mobile, on va chaque fois pomper la population. Et vous parlez aujourd'hui du cadastre. Dans les pays où moi je suis allé, vous avez le cadastre, c'est informatisé. Il suffit de taper un numéro et puis vous voyez, c'est joli quoi. Or vous arrivez à Védié aujourd'hui. Justement, c'est cette ambition que porte le nouveau code foncier qui vient d'être arrivé à Védié aujourd'hui. Quand tu vas à Védié, tu veux faire une localisation, tu ne trouveras pas de localisation parce que c'est vide. C'est comme si ce n'est pas Védié n'est pas une zone viabilisée. Et c'est grave. Évidemment, c'est pas viabilisé par l'État. Védié n'est pas viabilisé. Vous voyez, quand tu veux faire plusieurs cantons d'Agoé ne sont pas viabilisés. Quand tu veux faire une localisation, tu ne peux pas. Et tout ça, c'est des zones non viabilisées. Et ça pose problème. C'est une zone non viabilisée. Merci à ces auditeurs qui réagissent et qui vous félicitent, vous qui êtes autour de la table, surtout contre vous qui voulez contre ce phénomène de sous-traitance. Et des gens nous apportent des témoignages que c'est ceux qui sont aux affaires, qui créent même ces sociétés-là, qu'ils sous-traitent à l'État et aux grosses sociétés. Ce n'est que, si cela est vérifié, ce n'est que la pire forme de l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci, pasteur Edo Komi, de faire éclairage sur ces sujets. Mais nous allons sans transition au problème politique de l'heure. C'est le recensement qui continue toujours dans la zone numéro 2. Nous sommes mercredi, et sauf avis contraire de la CENI, l'opération est censée prendre fin dans la zone 2, je crois, le mercredi prochain. Oui. Ce sera donc le 24. Mais comme la CENI avait prolongé dans la zone 1, nous verrons bien ce qu'il en sera ou ce qu'il en serait dans la zone 2. Mais la dernière polémique là sur le recensement, c'est que des mineurs se feraient enrôler au point que le confrère Le Libéral, paradoxalement le seul journal que nous avons aujourd'hui, Le Libéral qui met à sa manchette enrôlement des mineurs dans la zone 2, est-ce un simple montage ou un fait réel? Le Libéral qui demande qu'une enquête soit ouverte pour situer sur cette information qui inonde les réseaux et les conversations depuis quelques jours. Didier Assogba, vous en avez parlé également dans votre journal en ligne Togo Breaking News. Oui, évidemment, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas produire de texte, on ne peut pas ne pas produire de texte, parce que c'est des choses qui choquent en fait, encore au Togo. Si c'est avéré. En 2000. Non, je vais poser une série de questions et on arrivera à bout peut-être pour le débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour répondre à vos questions, non, Didier? Je donnerai la réponse en même temps. Vous-même. Ok, donc allez-y. Est-ce que ces images sont réelles? Oui. Est-ce qu'elles ont été prises au Togo? Oui. Est-ce que c'est ces derniers jours? Oui. Dans quel cadre? Dans le cadre du recensement. Dans quelle partie? Dans la zone 2. Et essentiellement. Mais on peut continuer dans quelle préféture, dans quelle ville, dans quelle localité? Essentiellement dans les régions de la savane et centrale. Essentiellement, dans les deux. Maintenant, quel centre précisément, on n'a pas encore les réponses parce qu'on poursuit les recherches. Selon les recherches que nous avons faites, voilà, c'est des images avérées. Et ça, quelques personnalités reconnaissent que c'est des images avérées. Maintenant, la réponse qu'on donne... qui ont pardon, notamment quelques membres de la CENI, quelques autorités, c'est que en réalité
ça ne devrait pas se passer. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus enrôler de mineurs au Togo parce que les CLC et les présidents des CELI doivent prendre des précautions pour éviter cela. Mais si c'est arrivé, on accuse déjà des OPS, des opérateurs de saisie, qui auraient orchestré cela, pour discréditer le processus, parce qu'on pense que certains OPS seraient à la solde des anti-recensements ou anti-recenseurs, je ne sais pas, des anti-recensements. Donc voilà. Mais à ce niveau-là, voilà Didier Asogba, les opérateurs de saisie, c'est des jeunes qu'on a recrutés et qui ne saisissent les informations que de ceux qui sont passés devant les comités liste et cartes. Évidemment. C'est-à-dire que quand vous interrogez les OPS, les explications qu'ils donnent, c'est que ils sont démunis devant le phénomène. C'est-à-dire que quand on leur présente quelqu'un, eux, ils n'ont qu'à enregistrer. Parce que celui qui donne le OK, c'est soit le président du CLC ou le rapporteur qui est ou le chef canton. Ou le chef canton, en dernier ressort, qui donne le témoignage sur tel qui doit être recensé. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un flou. Et ce qui revient aujourd'hui à faire, c'est que si on peut mener des enquêtes, c'est bien. Je ne sais pas si on reprendra quand même le recensement, comme le demande l'opposition. Mais il faut que, dès maintenant, que chacun se mobilise, tous les Togolais se mobilisent pour que, s'il y a à consolider les données, que les mineurs reconnus comme mineurs, parce que les images parlent d'elles-mêmes, que ces mineurs-là reconnus comme tels, et dont les listes ont été affichées, on a vu certains sur des listes, soient purement et simplement radiés de la liste, enlevés de la liste. Merci. Avant que la question est quand même assez d'importance, au point que le président de la CENI, professeur Kojona Kadanga, a été interrogé sur la question lorsqu'il procédait à quelques visites sur le terrain ces derniers jours. Et je l'ai écouté sur la radio nationale, Radio Lemay, ce matin. Kojona Kadanga qui disait qu'il n'en était pas au courant. Nicolas Dibli, vous êtes au courant de ces informations qui circulent et de la réponse que nous a faite le président Kadanga. Oui, le président Kadanga, moi aussi je l'ai suivi, il a dit qu'il n'est pas au courant et que même si cela s'avérait vrai, il y a une autre manière lorsqu'on va finaliser d'une manière ou l'autre le fichier qu'on peut enlever. On peut enlever ces mineurs-là. Mais vous savez, moi, je ne vois pas pourquoi ce sujet fait tant de bruit qu'on a inscrit les mineurs. Pour moi, ce n'est pas nouveau, quoi. Depuis les inscriptions au Togo, ici, on a toujours inscrit les mineurs. Nicolas, Nicolas, vous avez promis de garder le même décibel. Oui. Okay. Et les gens savent qu'on a toujours inscrit les mineurs dans ce pays. Vous savez, le sud du pays, il y a une forte popularité, c'est-à-dire une densité de population. Ce qui fait que lorsqu'on fait les réelles inscriptions, la densité au sud est plus que la densité au nord. Ce qui, pour d'une manière chercher à équilibrer, parce que c'est notre base, allez à Sotoubois, allez dans les régions centrales, vous allez voir ce qui se fait. Mais aujourd'hui, on me dit que on ne sait pas, ou bien ça étonne. Mais c'est des réalités qui sont dans ce pays et que les gens savent. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'on ne sait pas. Sans sont sincères. Vous savez, quand l'image était venue, on a dit, quand vous êtes sur les réseaux du Nord, que c'est les images du Congo, de la RDC qu'on nous a mené pour discréditer le recensement. Après, on a su que c'est vrai. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Parce que pour la première fois, au moins, les gens essaient de dire, mais c'est l'idée, appeler les OPS qui sont proches des proches ou des amis et autres. Ils vous le diront. Ce n'est pas la première fois. Moi, aujourd'hui, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2013 ou 2015 où les gens sont allés aux élections sur le consensus du fichier, même s'ils savent que le fichier n'est pas bon, ils sont allés sur le consensus. Les enfants là qu'on a inscrits, allez voir ce qui se passe. Quand même, moi je veux vraiment, vous savez, le président Kojona Kadanga a pris sa responsabilité et a dit est allé au recensement. Et le recensement est en train de se poursuivre. Je pense que il ne faut pas qu'il y ait maintenant ces greffes-là. Normalement, on devait éviter ça pour dire, au moins, on a dit aux gens de ne pas s'inscrire, mais les gens sont allés s'inscrire et que c'est des réelles personnes. Mais avec ça,
Vous comprenez? Et aujourd'hui, on commence à mettre des alibis. Les opposants, c'est des OPS, c'est pourquoi non, quand même. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes. Ce n'est pas nouveau. Vous aviez promis de garder le même degré de décibel, quel que soit le sujet que nous aborderions. 93.5 Canal FM. Nous revenons donc sur ce recensement. Je rappelle que il a démarré dans la zone numéro 2 depuis le mercredi dernier. L'opération court jusqu'au mercredi prochain. Et ça, on a commencé par dire qu'il y avait beaucoup plus d'affluence que dans la zone numéro 1. Et quand cette polémique-là d'enrôlement des mineurs est arrivée avec ce qui inonde les conversations, les réseaux, et la position de la CENI telle que le président Kodjona Kadanga l'a exprimé sur les médias publics il y a quelques jours. Mais à l'Irmour Tchakala, ce qu'on note également, c'est que avant et pendant l'opération de recensement, le Parti uni a déployé une forte artillerie pour sensibiliser les populations à se faire enrôler. C'est dans ce contexte-là que l'opération se passe. Et cela devrait vous amener également à vous poser des questions. Oui, mais ils sont libres de dépêcher dans chaque localité les cadres pour sensibiliser les gens à se faire enrôler par rapport à cette opération qui a commencé. Ça, c'est normal. Mais ce qui est un peu curieux, c'est ce qui se fait sur le terrain. C'est scandaleux, c'est honteux. Quand vous voyez des jeunes, des mineurs venir, le regard hagard, qui ne se retrouvent pas. Mais on a eu l'indécence de mêler les mineurs, les enfants, à quelque chose d'aussi sensible. On est en train d'apprendre aux enfants à voler. On est en train d'apprendre aux enfants à tricher. Mais on veut quoi? On veut faire quoi de la jeunesse demain, de la jeunesse du Togo demain? Si vous n'êtes pas majeur, vous n'êtes pas censé être enrôlé. Maintenant, c'est ceux-là qui sont aux yeux de ces enfants des modèles qui poussent ces enfants-là à se faire enrôler. Vous comprenez comment on a perverti la morale dans ce pays. Et demain, vous conviendrez avec moi que ces enfants ne feront que ce que les aînés leur ont si bien montré, la triche, le vol. Mais si cette situation est en train de susciter certains émois, c'est que nous avons touché le fond. La politique, on dit que souvent c'est un jeu sale, mais cette fois-ci, on a franchi le Rubicon. On s'est ravili. On s'est fait plus petit que terre. Et c'est extrêmement grave. Quand certains viennent à nous dire que non, ils ne sont pas au parfum de l'enrôlement des choses là, mais je suis scandalisé. Ça, c'est un autre mensonge qui ne dit pas son nom. Et tenez-vous bien. Est-ce qu'il faut enrôler ces enfants-là avant d'épurer le fichier par après? Ce qui est mauvais. On a dit, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas. Maintenant, pourquoi on va vouloir enrôler les enfants, histoire de grossir la chose? Et dans d'autres localités, on a dit aux enfants que non, il n'y a pas cours vendredi. Allez-y vous faire enrôler. Et le lundi, vous viendrez avec vos cartes. C'est au Togo ici? Au Togo. Dans quelle préfecture? Non, je me garde de le dire, mais c'est au Togo. Je peux dire même qu'il y a eu des trucs plus graves que ça. Vous ne montrez pas votre carte, mineur, que vous soyez mineur ou majeur, vous ne montrez pas votre carte. Le chef d'établissement vous cause tous les ennuis possibles. Donc, on va où avec ça? Donc, il faut dire que ça a été toujours ainsi, mais seulement que avec l'avènement WhatsApp et tout ce que nous connaissons, ça a trahi beaucoup de choses. Sinon, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Hein. La triche, elle a toujours eu lieu. Et quand on le fait comme ça, vous ne verrez pas ces enfants-là tenir ces cartes-là. Après, on les collecte et on remet ça à quelqu'un qui peut se permettre tout avec ces cartes-là dont il dispose. Mais vous voyez un peu ce que nous sommes en train de faire dans ce pays. C'est bon, leur recensement, les gens ont dit, mais il faut passer au boycott. Ils sont libres de le faire. Ceux-là qui sont allés dire que non, il faut vous faire recenser parce que c'est citoyen, c'est civique. Vous avez le jeu, mais quand vous allez y mettre la triche dedans, là c'est ça qu'il faut, c'est la donne. Merci. Nicolas et Alero le disaient tantôt, c'est pas un fait nouveau, cela se faisait de par le passé. Cela nous amène justement à la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Albert Camus qui avait écrit « Un exemple n'est pas toujours un exemple à suivre ». Un exemple n'est pas toujours un exemple à suivre. On a beau faire mal
On a beau mal faire de par le passé, mais c'est pas une raison de continuer à récidiver, d'autant plus que ce recensement se fait dans un contexte où le professeur Kodona aurait dû s'entourer d'un maximum de propreté pour se tirer d'affaire et grandir. Mais il y a un autre aspect que je voudrais bien soulever. Pardon, monsieur Sarr. Ceux-là qui ont démissionné de la CELI, ils y sont toujours. Et ce sont leurs membres, ces prétendus démissionnaires-là. Ce sont eux qui constituent l'équipe des CLC et des CELI à l'intérieur. Donc vous comprenez que... Apparemment, ils n'ont jamais. Ils attendent que les autres viennent. Bon, voilà. Donc vous voyez un peu l'opacité cela pose un problème tel que Tchakala l'a dit, il a touché une corde sensible. Si cela est avéré et que de grandes personnes, des pères de famille, vont pousser de petits enfants à s'enrôler, on apprend à ces enfants la triche et le vol. Alors, pasteur de Komi, si les parents apprennent aux enfants à voler aujourd'hui, quelle société nous aurons demain? Non, au fait, moi, ce recensé, c'est une affaire civique. C'est un droit, un devoir civique. C'est un droit aussi, un devoir et un droit civique. Mais quand on le fait comme ça, quand on n'a pas l'âge requis et que on pousse ses enfants à aller se faire recenser, je crois quand même que il y a plus de moralité. C'est une perversion totale. Et ça, quelle est la société de demain qu'on veut construire? Après nous, ces gens-là, ces enfants-là, ces jeunes-là vont devenir des voleurs. Bon, donc c'est pour dire quand même que la Bible dit il faut apprendre à l'enfant ce qui est bon pour que demain il puisse le faire. Mais si tel est le cas, tout ce que nous voyons aujourd'hui, pousser les enfants jusqu'à ce qui est mauvais, ce qui est inique, voilà, ce qui est inique, apprendre aux enfants l'iniquité comme modèle, je crois quand même qu'il faut craindre pour la société de demain, et c'est le Togo de demain qui va vraiment en pâtir, et ça fait très mal. Merci. Je rappelle quand même que question côté équilibre, que il y a beaucoup de réactions qui continuent à dire que ces images-là sont des montages. Oui, non, je vous dis ce que les gens nous envoient aussi, c'est leur façon de participer au débat. Oui. Eh bien, bon, il y a le confrère, le libéral, qui demande qu'une enquête soit ouverte d'urgence pour situer l'opinion sur la question. Mais je pense que la CENI, présidée par le professeur Kodona, a un travail à faire pour continuer à mériter le respect de l'opinion. Nicolas? Oui, moi, je me disais que, vu la situation tendue, avant que le professeur Kodona ne fonce, je me disais que ce recensement devait être fait sans écorche, sans écorche, qu'il serait sorti d'une manière ou d'une autre grandi, parce que tout s'est passé, mais il est allé faire le recensement. Ce n'est pas le cas. Mais moi, je veux poser une question, parce que quand le pasteur Edo parle, moi, je suis content de l'entendre, parce que au moins, il avance des propos tendres vers Dieu qui me réconfortent, moi. Mais le pasteur Edo a côtoyé une fois le pouvoir. Je veux savoir s'il n'est pas informé de l'enrôlement des petits depuis ici, n'est pas informé de ça, parce que c'est des choses qui sont réelles depuis un mois. Les informations que j'ai eues, c'est des choses fois, Nicolas, il y a ce que Albert non, je veux que le pasteur a mal fait hier, qu'on va continuer à mal faire. Je n'accuse pas le pasteur, je dis quand il parle ça, mais je veux qu'il me confirme quelque chose, quoi, c'est tout. Pasteur Ledo. Non, c'est vrai quand même que c'est j'ai côtoyé le pouvoir par le passé. J'avoue quand même que je n'étais pas au centre au cœur du recensement et autres, mais à l'époque déjà, le problème se posait. Donc, le problème se posait à l'époque, ça il faut être franc pour le dire, le problème se posait à l'époque. Donc, c'est pour dire quand même que en Afrique, les élections en Afrique ont toujours ce genre de problème. Bon, donc, ce que nous devons chercher à faire, c'est d'éviter ce genre de choses. Et si aujourd'hui on nous présente ces images-là que les uns et les autres sont en train de démentir comme étant de montage, j'avoue quand même que cela n'est pas de nature à donner crédit à ce que la CENI est en train de faire. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on le prouve suffisamment que ces images-là sont réellement du présent de ce qu'on est en train de faire. Et quand vous voyez les images, quand vous essayez d'étendre un peu, on a l'impression quand même que c'est des choses qui se font sur le terrain, où précisément
on ne peut pas le savoir. Eh bien, les enquêtes vont continuer. Mais je ne veux pas jouer à l'avocat de Pasteur Edo pour hier et aujourd'hui. Mais on a connu de grands criminels qui sont convertis et qui sont devenus des apôtres. Non, suivez mon regard. Je dis. Quand le Pasteur Edo parle, sincèrement, il me touche positivement. C'est pourquoi, au moins, et vous voyez comment il a répondu, j'ai été très content de sa réponse. Et bien, autre fait également qui vient, autre élément dans le recensement, dans la zone 1 et jusqu'à présent dans la zone 2, on se plaignait de problèmes techniques, l'absence des kits qui ne marchaient pas. Mais le nouvel élément, c'est que il y a quelques jours, des kits ont été même vandalisés, toujours dans la zone 2, quelque part dans la fête de Tandjouaré. Didier Assogba, vous êtes au courant de ça aussi? Oui, j'ai appris aussi comme tout le monde, et on a vu les images à l'appui des habitants de 2 cantons de la préfecture de Tandjouaré qui n'étaient pas d'accord qu'on mette d'autres localités sur la carte qu'on leur délivrait, et donc se sont fâchés et ont vandalisé les kits qui servaient à faire le recensement, justement pour une affaire de chefferie traditionnelle, parce que entre-temps quelqu'un aurait été promu par le pouvoir pour devenir chef, et donc il se permettait donc de mettre une autre localité à la place de ces 2 cantons-là. Donc c'est presque un flou total. On aurait aimé que ce recensement se déroule autrement. Avec une CENI complète, avec des CELI complètes et avec des CLC complets, on va dire, pour qu'on n'assiste pas à des choses pareilles. Mais vous savez, les politiciens togolais ont cette génie-là, cette manie-là, de parvenir à un consensus à la dernière minute pour aller à des élections, et ne soyons pas étonnés qu'on trouve un consensus autant pour moi sur le prochain fichier, parce que les gens veulent aller aux élections. Oui, Nicolas a déjà effleuré ça rapidement. Tchakala, encore ce problème de kits vandalisés, c'est à Tandjouaré. Oui. Et comme par hasard, dans la préfecture de naissance du ministre de la Sécurité, est-ce un hasard ou bien des gens veulent encore défier le général jusque dans son village? Non, une défiance, je peux dire que ça a l'air. Parce que nulle part on a fait cas de ces actes de vandalisme. Et tous les actes que nous posons, si c'est à des fins politiques, ça finit toujours par nous rattraper. Quand on met certains qu'ils sont chefs canton parce qu'ils répondent à une certaine couleur de par leur appartenance politique, ça finit toujours par nous rattraper. Et ces malheureux kits ont goûté à cette amère expérience que les politiques ont créée sur le terrain. Donc on n'est pas encore prêt sur tous les plans. Et on a pensé que la zone 1 a été cette zone cobaye où il fallait peaufiner les choses et faire mieux à l'intérieur. Mais malheureusement à l'intérieur, c'est une autre situation que nous vivons, avec l'enrôlement des mineurs, avec même des kits qui sont vandalisés. Pour quelle fin? Parce que certaines localités ne reconnaissent pas celui-là qu'on a mis devant comme étant chef. Vous voyez donc des gestes anodins qui finissent par devenir des grandes situations que nous n'arrivons pas à gérer. Bon, c'est ça aussi la politique, quand on n'arrive pas à dissocier ce qui doit être fait côté traditionnel et ce qui doit aussi avoir une certaine coloration politique. Donc ce mélange de genres-là, ça ne fait pas bien et on le package sur le terrain. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais soulever, c'est il y a un challenge entre les cadres. Donc c'est comme les cadres du parti Unir. C'est comme après tout ils viendront dire que non, dans ma zone j'ai eu le plus d'enrôlés. Non, et ça pousse les gens à toutes les compromissions, à tout. Donc à Soli, on connaît la population, mais les gens reviendront avec un nombre conséquent d'enrôlés. Ne faisons pas de fiction. Non, je parle de chez moi. Oui, je sais. Mais non, c'est un exemple que je prends. Chez vous, c'est chez moi aussi. Je voudrais non, c'est un exemple que je donne. Oui. Je ne veux pas parler de lac ou bien de Cloto. Je veux parler de chez moi. Donc, c'est un challenge entre tous les cas. Vous avez vu, tous sont presque. Ils ont déserté l'administration pour l'intérieur, rien que pour suivre ça. Maintenant, on ne viendrait pas dire que non, chez moi, ça a fait un flop. Donc, quand ça se présente, c'est vrai que nombre de cadres de Uni, chacun est retourné dans sa préfecture, dans son canton, dans son village, pour que le recensement pour ramener le gros butin réussi.
Mais peu importe la manière. L'important pour nous, c'est que cela soit fait de façon clean. Et Nicolas. En fait, on a évoqué ce problème. Tu m'as dit de baisser un peu le ton. Non, c'est vous qui avez promis de garder le décibel au même niveau. Le problème, c'est quoi? C'est ce que j'avais dit la fois dernière. Je vais m'inscrire, tu te places, on te demande, tu dis Avedi. Quand la carte sort, tu vois Agoy-Téléso. C'est ce qui s'est passé là-bas. Or, c'est comme Avedi et Agoy-Téléso sont deux cantons qui ne s'entendent pas. Moi, je ne vais pas, je vais dire que je suis Avedi et que mon nom maintenant, on met Agoy-Téléso. C'est ce qui s'est passé à Tandouaré. C'est le problème. Donc, aujourd'hui, je pense que il faut, on te dit, on t'a bien posé la question, localité, tu as dit Avedi. Après, quand tu constates, tu dis non, on dit que Avedi n'est pas dans la base de données du kit ou bien quelque chose comme ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même repenser ce genre de choses. Est-ce qu'il faut aller, il faut refaire un autre recensement là-bas? Est-ce qu'il faut donner d'autres jours encore, comme on l'a fait, on a donné 24 heures ici pour recenser? Est-ce que ça peut être fait? Vu aujourd'hui même qu'il y a eu des arrestations, il y a des arrestations aujourd'hui dans ces localités maintenant, c'est une vive tension. Attention, c'est une vive tension. Ouais. Et il faut vraiment aussi que on puisse apaiser la population de ce côté-là. Merci. L'organe l'organe qui fait le recensement, c'est la CENI. Cette CENI qui demeure toujours incomplète, déséquilibrée également politiquement au vu du coût électoral. La CENI a été au menu du congrès de Obu, qui s'est trouvé un nouveau nom, Gabriel Vincent Kodjo, qui en a appelé directement au chef de l'État pour aider à régler ce problème-là au sein de la CENI. Gabriel Agbeyo-Mekodjo reste à la tête de son parti, mais son parti qui vient de changer de nom. Didier Sogba. Oui, Obu, donc, organisation pour bâtir dans l'Union. Non, je viens. L'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Dans l'unité, un Togo solidaire. Pourquoi je dis dans l'unité, un Togo solidaire, donc, qui a laissé place au mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, un mouvement qui veut rassembler les patriotes en marche pour la victoire. Et donc, à l'issue du congrès, oui, effectivement, on a écouté l'ancien Premier ministre Kodjo en appelé directement au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui doit intervenir pour régler rapidement le problème de la CENI, parce que selon lui, c'est un problème, un blocage malsain qui ne rend pas service à tout le Togo, que des gens prennent le pays en otage par ce fait. On ne peut pas se bagarrer autour d'un seul siège, et que le chef de l'État a peut-être les moyens de régler, parce que selon lui, la CEDEAO a préconisé, le comité de suivi, on va dire, a préconisé une solution pour le rééquilibrage de la CENI, mais la solution trouvée, les recommandations contredisent ce que dit le statut, la loi portant statut de l'opposition, qui a parlé plutôt de parti parlementaire. Donc, si quelqu'un se retrouve à l'Assemblée, peut être au gouvernement, mais peut se dire également parti parlementaire. Donc, c'est ce texte-là qui bloque aujourd'hui la recomposition, le rééquilibrage, comme d'autres le disent, de la commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais, donc, en a appelé au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à agir peut-être vis-à-vis de ses partenaires de l'UFC, peut-être également en direction de son parti UNIR, et également de l'opposition, notamment l'ANC, pour qu'un consensus soit trouvé à ce blocage-là, pour que la CENI soit complète, soit recomposée et complète, pour que les autres démembrements également soient composés, afin que le processus se déroule de façon sereine. Oui, malheureusement, cet enlisement de la situation, on l'observe depuis plusieurs semaines déjà, et au niveau de certains états-majors de partis politiques, on se tait. On semble prendre un certain plaisir, et un vicieux plaisir d'ailleurs, à voir assister à la situation telle qu'elle. Maintenant, si l'ancien Premier ministre Agbeyo Kodjo, au cours de cette convention, a demandé à ce que le président Faure Gnassingbé s'implique, ça veut dire qu'il a un rôle à jouer.
Il ne peut pas assister en spectateur. Quoi qu'on dise, il est le garant quand même de cet accord qui a été signé, de cette feuille de route. Et c'est lui, en tant que premier garant de cette feuille de route, à part la CEDEAO, qui doit quand même se montrer au-dessus de la mêlée et arriver à rapprocher certains points de vue. Maintenant, est-ce que l'appel de M. Agbeoumé sera entendu par le président de la République? Parce que on avance, on s'achemine vers ces élections qui doivent quand même être d'une très grande portée politique dans le pays. Mais au même moment, les positions restent figées. Et il faut aujourd'hui que le président de la République se décide si on n'arrive pas à ramollir certaines ardeurs, certaines positions, notamment celle de l'UFC. Là, je crois que on peut poser de grands actes, hein. Vous savez, c'est de petits actes qu'on pose là qui grandissent certaines personnes. Mais aujourd'hui, le pouvoir a 6. Et le pouvoir a toujours eu comme allié depuis 2010 l'UFC. Mais au nom, si l'UFC tient tant à ce siège au niveau de la CENI, bon, pourquoi, si 14 partis, on puisse s'entendre sur 6 sièges? Pourquoi unir son éternel allié qu'est l'UFC? Il ne peut pas consentir un effort pour dire que sur les 6 là, bon, je concède un siège à mon allié de toujours. Ça aura grandi le parti au pouvoir aux yeux des Togolais. Dans le parti vient de changer de nom, mais le parti ne change pas de tête, hein. Le parti a beau changer de nom, mais c'est les mêmes personnes qui dirigeaient au but hier, qui continuent à diriger le même parti. Eh bien, ce nouveau parti Agbeoumé qui en appelle au chef de l'État pour peut-être arbitrer ce jeu-là à la CENI. Mais il y a également des citoyens qui sont retrouvés le samedi dernier au sein d'un forum citoyen national. Eux, c'est les forces vives Espérance pour le Togo qui s'est retrouvé toute une demi-journée pour réfléchir. Et ils en appellent à tous les Togolais et à toutes les Togolaises de s'approprier la nation et que chacun joue sa part de façon citoyenne. Pasteur de Komi, je ne sais pas si vous étiez à ce forum-là. Non, je n'y étais pas, mais je crois quand même que le mouvement Matel était représenté. Moi, j'étais quelque part. C'est un appel aux citoyens à s'approprier la chose publique. Parce que longtemps, ça a été chasse gardée des hommes politiques qui en ont fait de tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on est là, nous sommes dans la déchéance totale. C'est ça, nous sommes dans la déchéance totale. Bon, donc, il y a lieu quand même que tout citoyen et toute citoyenne s'engage pour sa survie, parce que c'est très important, parce que c'est pour survivre. Là où nous en sommes aujourd'hui, il faut que chaque citoyen arrive à survivre et à se passer de cet ouragan politique que nous vivons pendant des années. Donc, l'espérance pour le Togo, je crois que tout citoyen et tout citoyen conscient de la situation actuelle doit s'y engager et doit donner toute sa force, de toute son énergie pour que nous puissions sortir de cette crise. Donc, je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourra se mettre à l'écart pour dire que moi, ça ne me concerne pas. Mais ça ne vous concerne pas, mais ça vous concernera. Mais ça ne vous concerne pas aujourd'hui. Peut-être que par la fin, vous n'y êtes plus, mais vos enfants, vos progénitures vont certainement subir les conséquences. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair que l'engagement doit être citoyen. Merci. Les forces vives Espérance pour le Togo qui en appellent à chaque Togolaise, à chaque Togolais que chacun s'approprie la cause nationale. Cela rejoint certains. Monseigneur Nicodème Bariga qui dirigeait la CVJR et qui demandait à chacun et à chacune de faire sa part et de le faire bien. C'est l'expérience du petit colibri. Et pour venir terminer avec la polémique autour du renrôlement des mineurs, il y a un ancien membre de la CENI qui a fait témoignage que l'enrôlement des mineurs dans la zone 2, dans la partie nord du Togo, c'est un plan bien organisé qui avait toujours cours, qu'on procédait toujours à enrôler des mineurs dans la zone 2. Et cet ancien membre de la CENI dit qu'il s'était élevé contre ça, ça lui a valu jusqu'à une plainte devant la justice. Espérons que la justice connaisse cette affaire-là et nous situe. Merci, c'est fini pour aujourd'hui et nous terminons avec la pensée du jour quand même. Un exemple n'est pas toujours un exemple à suivre. C'est Albert Camus qui l'écrit. Faisons l'effort de commencer par changer les mauvaises habitudes que nous avions hier.
Point final à cette émission, juste le temps que nous écoutions vos cartons du début de semaine et la conclusion de notre invité, pasteur de commune. Didier Asogba. Est-ce que j'ai un carton, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Un exemple n'est pas toujours un exemple à suivre. En quelques secondes. Voilà, donc nous avons fait le choix de ne pas suivre les mauvais exemples, mais plutôt de nous améliorer au fur et à mesure dans le cadre de notre travail, de ne pas être souvent de mauvaises personnes dans ce que nous faisons, et nous faisons souvent cet effort-là d'être neutre, d'être équilibré dans tout ce que nous disons ici. Mais il se trouve qu'il y a de ces petits activistes là cachés derrière les mégas l'internet, et qui prennent le plaisir de vilipender les gens et de foutre l'effort que des gens fournissent en l'air pour rien du tout, parce que peut-être ce que tu dis aujourd'hui n'arrange pas son camp politique, et ce que tu dis demain n'arrangera pas l'autre camp. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes appelés à faire des analyses. Aujourd'hui, ça peut être peut-être dans l'intérêt de quelqu'un, mais demain, ça peut se retourner contre lui. Donc, je veux juste dire aux gens de nous aider à mieux faire ce que nous faisons et de ne pas nous livrer comme ça. On a parlé de Kamal Khashoggi, on a parlé d'autres journalistes. Peut-être des gens en veulent au Togo, mais nous ne souhaitons pas cela. Didier, vous savez, nous-mêmes, au Club de la Presse, nous en avons quelque chose. En 11 ans de parcours dans ce studio, nous en avons vu des vertes et des pas mûres. Je vous dis, courage, gardez le chemin du professionnalisme et autant que possible de l'équilibre avec des informations avérées. Vous triompherez. Tchakala, Alero. Non, carton rouge à ceux-là qui ont eu l'indécence morale de pousser nos jeunes enfants à la triche, au vol. Merci. Il faut arrêter ça. Je sens le parent qui parle. Nicolas Adigli. Pas de carton aujourd'hui. Merci de passer. Moi, juste pour dire que nous n'avons rien à mener sur cette terre, nous n'apporterons rien. Tout ce que nous venons avoir ici, nous allons le laisser, nous quitterons un jour. Donc les gens cessent de se taper sur la poitrine. Apparemment, personne n'est rien. C'est Dieu qui est tout. Un coucou spécial à notre sœur Yvette qui nous suit depuis Lomé. Merci. Et comme Dokomi a beaucoup parlé de Dieu, je rappelle seulement au monde chrétien qu'aujourd'hui, 22 octobre, c'est la fête patronale d'un certain Saint Jean-Paul II, qui se trouve être l'un des pères protecteurs du Togo. Si les chrétiens catholiques peuvent adresser une petite prière à Saint Jean-Paul II pour qu'il fasse venir un maximum de sérénité et d'amour dans la tête et dans le cœur des Togolais. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.